Dans une France où un seul coup de feu pouvait condamner un village entier, un homme a choisi une arme qui ne faisait presque aucun bruit. Et pourtant, les sentinelles tombaient, une par une, sans alarme, sans cri, comme si la nuit elle-même les avalait. Imaginez une route de campagne en Bourgogne, quelque part entre des vignes noires et un petit pont de pierre. Il est presque minuit. Le couvre-feu a vidé les maisons, les volets sont fermés, et même les chiens ont appris à se taire. Au bout du pont, une guérite en bois, une barrière peinte à la hâte, et 2 silhouettes allemandes qui fument pour se réchauffer. La braise d'une cigarette clignote, puis disparaît. On entend seulement le froissement d'un manteau, le bruit d'une botte qui gratte le gravier, et puis rien. Pas de détonation, pas de course, pas de halte. Juste un petit son sec, presque ridicule, comme si quelqu'un avait claqué une règle sur une table. Une des silhouettes vacille, porte la main à sa gorge, et s'effondre sur le côté, lourdement, sans comprendre. L'autre se retourne trop tard, ouvre la bouche, et s'écroule à son tour, comme si on lui avait coupé les fils. Dans la minute qui suit, une ombre traverse le pont, ramasse quelque chose près de la guérite, un trousseau, peut-être, et disparaît dans les haies. La barrière reste levée, le pont est libre, et personne, dans les fermes autour, n'ose allumer une lampe pour regarder. Comment est-ce possible? Comment on gagne une guerre, ou au moins une nuit, sans tirer un seul coup de feu? Et surtout, combien de fois peut-on recommencer avant que quelqu'un, enfin, comprenne? Parce que chaque succès, dans une France occupée, n'est pas une victoire, c'est une invitation à la chasse. Revenons en arrière. 1942. Auxerre, ou une ville du même genre, pas assez grande pour se perdre dans la foule, pas assez petite pour être oubliée. Les affiches en allemand et en français se superposent sur les murs. Ordonnances, interdictions, menaces. Les vitrines sont maigres. On fait la queue pour du pain gris. On échange des tickets de rationnement comme des cartes à jouer, et on baisse la voix dès qu'un uniforme passe. Le soir, la ville change de peau. Les pas résonnent d'un plus fort. Les rues sentent le charbon humide et la soupe claire. À l'heure du couvre-feu, les gens rentrent comme si une main invisible les poussait. Ceux qui restent dehors ont une raison ou un problème. Lui s'appelle Étienne Marceau, 26 ans. Pas un soldat, pas un héros de roman. Un apprenti horloger devenu réparateur de tout ce qui refuse de mourir. Réveil, montre, serrure, petite mécanique de machines à coudre. Des mains fines, des ongles toujours un peu noirs, et cette habitude de pencher la tête comme s'il écoutait le monde battre à l'intérieur. Il déteste le bruit, pas par caprice, par mémoire. Avant l'occupation, il travaillait dans un atelier qui sentait l'huile et le métal tiède. Le patron, un vieux nommé Giraud, disait toujours « Une bonne mécanique, ça ne se fait pas entendre. Si ça crie, c'est qu'elle souffre. » Étienne avait gardé ça. Et puis, la guerre est arrivée, et le bruit a changé de nature. Le bruit, maintenant, c'est une rafale au coin d'une rue. C'est une porte qu'on enfonce. C'est un camion qui s'arrête trop longtemps devant une maison. C'est une voix qui lit des noms sur une liste. Un matin de novembre, sur la place du marché, Étienne voit un homme se faire plaquer contre un mur par des gendarmes français. Pas des Allemands. Des Français. Casquette, brassard, regard dur. L'homme proteste, dit qu'il n'a rien fait. On lui arrache son sac. Des papiers voits tombent. Un petit paquet enveloppé dans du tissu. Un gendarme le ramasse comme si c'était une bête morte. Étienne reconnaît l'homme. C'est Lucien, le frère de sa voisine, celui qui réparait des vélos et qui, depuis quelques mois, faisait des courses la nuit. On ne posait pas de questions. On faisait semblant de ne pas savoir. C'était la règle non écrite. Ne pas savoir, c'est survivre. Sauf que ce jour-là, tout le monde sait. Lucien est emmené. Et le soir même, dans une ruelle derrière la gare,
On entend 3 coups d'artefeu. 3. Pas une rafale. 3 coups guetonnette, administratifs. Comme une signature. Le lendemain, une affiche apparaît. Exécution d'un terroriste. Et en dessous, une phrase qui glace. Toute aide sera punie. Étienne ne pleure pas sur la place. Il ne crie pas. Il rentre à l'atelier, ferme la porte, et reste longtemps immobile devant une montre ouverte, les rouages exposés comme des entrailles. Ses doigts tremblent. Pas de peur pour lui, de rage et d'impuissance. Il comprend quelque chose ce jour-là. Si on riposte, comme dans les films, si on tire, si on fait sauter, si on fait du bruit, ce ne sont pas les coupables qui paieront d'abord. Ce seront les voisins, les familles, les otages, les maisons brûlées, pour l'exemple. Alors il se met à chercher une autre voie, une voie qui ne déclenche pas la tempête. C'est là qu'elle apparaît. Elle s'appelle Madeleine Roche, 29 ans. Elle travaille à la blanchisserie de l'hôpital, officiellement. Officieusement, elle voit tout. Les draps tachés, les uniformes, les blessures qu'on ne raconte pas. Elle livre du linge, elle passe les contrôles avec un sourire fatigué, et personne ne se méfie d'une femme qui porte des paniers et qui sent le savon. Un soir, Étienne la croise près d'une boulangerie fermée. Elle ne lui dit pas bonjour, elle dit seulement, comme si elle parlait du temps, « Tu répares les serrures, non ?» Il hésite. Dans cette France-là, une question simple peut être un piège. Oui. Alors tu sais ouvrir sans casser. Il la regarde. Elle ne sourit pas. Elle a ce regard des gens qui ont déjà choisi leur camp et qui n'ont plus le luxe de jouer. J'ai besoin de quelqu'un qui sait faire sans bruit. Le mot bruit reste suspendu entre eux. Étienne sent son estomac se serrer. Il pense à Lucien, aux 3 coups de feu, à l'affiche. « Je ne suis pas un combattant, » dit-il. « Justement, » répond Madeleine, « on ne te demande pas de te battre, on te demande de passer, de regarder, de rapporter. » Elle lui donne un rendez-vous, pas dans une cave pleine d'armes comme on l'imagine, mais dans une petite chapelle à la sortie de la ville, un endroit où les gens entrent et sortent sans qu'on compte. Là, dans l'odeur de cire froide, Étienne rencontre 2 hommes du maquis, des types fatigués, pas des légendes. L'un d'eux, qu'on appelle simplement Capitaine Renaud, le détaille comme on évalue un outil. « On a besoin de mains, » dit Renaud. Pas de grandes idées. Étienne commence petit. Il transporte un message dans une doublure de veste. Il repère un horaire de patrouille. Il note quel gendarme aime trop parler, quel soldat allemand a peur des chiens, quel pont est surveillé seulement à certaines heures. Il apprend la géographie de la peur, les routes où l'on contrôle, les chemins où l'on disparaît, les fermes où l'on peut demander un verre d'eau sans être dénoncé. Et puis vient la question qu'il n'ose pas poser, jusqu'au jour où Renaud la pose à sa place. « Tu as dit à Madeleine que tu voulais faire ça, autrement. » Étienne avale sa salive. Si on tire, ils se vengent. Ils prennent 10 otages, 20. Ils brûlent une grange et ils appellent ça de l'ordre. Renaud hausse les épaules. C'est la guerre. Alors je veux une guerre qui ne réveille pas tout le monde, répond Étienne, et il s'étonne lui-même de sa voix. Il rentre chez lui cette nuit-là et il ouvre une vieille boîte en fer, celle où il gardait des pièces inutiles. Ressort, vis, petits morceaux de cuir, élastiques récupérés sur des bretelles, bouts de métal poli, des choses de sans valeur, jusqu'à ce qu'on leur en donne une. Dans un tiroir, il retrouve un objet de son enfance, un souvenir ridicule, une fronde, un jouet, un bout de bois en hirde usé qu'il avait taillé quand il avait 12 ans pour tirer sur des boîtes vides derrière la maison. Il la tient dans sa main et il sent une honte immédiate. Une fronde contre une armée? Et pourtant, il pense à l'atelier, à la phrase du vieux Giraud. Une bonne mécanique ne se fait pas entendre. Il ne s'agit pas de force, il s'agit de précision, de distance, d'angle, de répétition. Pendant des jours,
Il ne fabrique même pas une arme comme on imagine. Il ajuste, il teste, il change l'élastique, pas trop dur pour ne pas claquer, pas trop mou pour ne pas trahir. Il choisit des projectiles qui ne brillent pas, qui ne laissent même pas de traces évidentes. Il s'entraîne dans une grange abandonnée, sur des morceaux de bois, sur des bouteilles vides, en comptant les pas, en apprenant ce que fait le vent entre deux haies. Ce n'est pas ce spectaculaire, c'est presque triste. Un homme seul, dans le froid, qui répète le même geste jusqu'à ce que ses doigts n'aient même plus besoin de réfléchir. Quand il montre l'objet à Renaud, la réaction est exactement celle qu'il redoutait. Le capitaine le regarde, puis éclate d'un rire bref, sans joie. « Tu te moques de moi ?» Madeleine, elle, ne rit pas. Elle observe Étienne, ses mains, la façon dont il tient le bois, comme s'il tenait une montre ouverte. « Ça ne tuera personne, » tranche Renaud. « Et si ça rate, tu vas te faire prendre comme un idiot. » Étienne ne répond pas tout de suite. Il sait que, dans cette guerre, l'orgueil tue plus vite que les balles. « Je ne veux pas tuer n'importe qui, » dit-il enfin. « Je veux enlever une sentinelle, une seule, sans alarme, sans fusillade. Juste, ouvrir un passage. » Renaud secoue la tête. On n'a pas besoin de magie, on a besoin d'explosifs. Et pendant une semaine, l'idée meurt. Étienne range sa fronde. Il se dit qu'il a rêvé, qu'il a voulu être plus malin que la guerre, jusqu'au jour où un messager arrive au maquis, essoufflé, couvert de boue. Il parle d'un poste isolé sur une petite route, près d'un pont de pierre. Un point ridicule sur une carte. Sauf que ce pont, c'est la gorge par laquelle doit passer un homme recherché, un imprimeur clandestin, quelqu'un qui a des noms, des adresses, des caches. S'il est pris, ce n'était pas un homme qu'on perd, c'est un réseau entier. « On peut attaquer, » dit un des maquisards. Renaud le coupe. « Et réveiller tout le secteur, ils vont verrouiller la ville, prendre des otages, fouiller maison par maison. On n'a pas les moyens. » Un silence tombe. Un silence lourd, comme une couverture mouillée. Madeleine tourne la tête vers Étienne. Elle ne dit rien. Mais son regard pose une question simple, brutale. « Alors, tu voulais faire sans bruit. C'est maintenant. » Renaud soupire, comme s'il avalait sa fierté. « Ton truc, tu dis que tu peux faire tomber une sentinelle ?» Étienne sent sa gorge se serrer, parce que, soudain, ce n'est plus un exercice dans une grange. Ce n'est plus une idée. C'est une nuit réelle, avec des vies derrière. « Je peux essayer, » dit-il. « Essayer, » répète Renaud, et le mot sonne comme une condamnation. Si tu rates, ils tirent, ils appellent du renfort, et ils se vengent sur les fermes, autour. Tu comprends ça? Étienne comprend trop bien. C'est justement pour ça qu'il était là. On fixe l'heure, on fixe le chemin, on fixe un signal. Pas de coup de feu, pas de cri. Si ça tourne mal, Étienne doit disparaître, même si ça signifie laisser les autres se débrouiller. Renaud le dit sans cruauté, juste avec cette logique froide que la clandestinité impose. Avant de partir, Madeleine lui glisse quelque chose dans la main. Un petit papier plié, avec un nom et une adresse. « Si tu ne reviens pas, » murmure-t-elle, « va là, ils t'aideront, et ne me cherche pas. » Pourquoi dit-elle ça comme un adieu? Est-ce qu'elle sait quelque chose qu'il ignore? Ou est-ce simplement la façon dont on parle quand on vit entouré de portes qui s'ouvrent, la nuit? Étienne met la fronde dans une sacoche, comme s'il transportait un outil banal. Il sort dans l'air glacé. La ville est noire, les pas résonnent trop fort. Chaque fenêtre semble avoir un œil derrière. Et pendant qu'il marche vers la campagne, une pensée le ronge, plus que la peur des Allemands. S'il se trompe, ce ne sera pas lui qu'on punira en premier. Ce sera le village. Cette nuit-là, il n'avait qu'une seule chance, et au bout du pont, dans l'ombre, 2 silhouettes fumaient déjà, tranquilles, persuadées que le danger fait toujours du bruit. Alors,
Qu'est-ce qui pouvait bien les frapper sans qu'elles aient le temps de comprendre? Ils ne cherchaient pas le combat, ils cherchaient une habitude, parce qu'une sentinelle, au bout de quelques nuits, finit toujours par répéter les mêmes gestes. Et quand on connaît ces gestes, on peut frapper sans réveiller personne. Étienne n'a pas attaqué le pont tout de suite. Ce serait trop simple, trop propre dans la tête, et trop sale dans la réalité. Il a d'abord fait ce que les gens comme lui savent faire. Regarder jusqu'à ce que le décor cesse d'être un décor. 2 jours avant la nuit prévue, il est venu en plein après-midi, comme un homme qui n'a rien sans son à cacher. Une bicyclette grinçante, un panier vide accroché au guidon, une casquette enfoncée sur le front. La Bourgogne, en novembre, a cette lumière froide qui rend tout plus net. Les pierres du pont, les traces de roues dans la boue, les vignes dépouillées comme des doigts de bois noirs. La guérite était là, posée comme une verrue, au bord de la route, une barrière, un panneau halte, peint à la va-vite, et surtout, la routine. Il a vu le soldat qui s'ennuyait, celui qui parlait trop, celui qui se frottait les mains en regardant l'eau. Il a vu le moment où l'un d'eux s'éloignait pour uriner derrière un buisson, toujours le même buisson, toujours du même côté. Il a vu la cigarette, toujours au même endroit, parce que le vent y était moins méchant. Et il a vu autre chose, plus important encore, la lumière, une lampe à pétrole dans la guérite, qui projetait un rectangle jaune sur le gravier. Quand la porte s'ouvrait, ce rectangle s'allongeait comme une langue. Quand elle se refermait, il disparaissait. Étienne a compté, sans bouger les lèvres. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Comme un balancier, il a fait semblant de s'arrêter pour resserrer une sangle sur son panier. Il a beau y lever les yeux juste assez pour croiser un regard. Le soldat n'a pas vu un ennemi. Il a-t-il vu un Français maigre, un peu sale, qui évite les ennuis. Un de plus. Sur le chemin du retour, Étienne a pris une petite route de terre, celle qui longe une haie de noisetiers, et passe derrière une ferme aux volettes bleues. Il a noté les chiens. Pas leur présence, leur absence. Un chien qui aboie, c'est un problème. Un chien qui n'aboie jamais, c'est pire. Ça veut dire qu'il a appris à se taire. Le soir, dans une grange où le maquis avait installé une cache provisoire, Renaud a étalé une carte froissée sur une caisse. « Tu as vu quoi » a-t-il demandé, sans ironie cette fois. Étienne a parlé doucement, comme s'il décrivait une montre fragile. Les dérotations, les angles morts, le rectangle de lumière, le buisson, la cigarette, et surtout, le détail qui faisait mal. Ils sont deux, mais ils ne sont jamais vraiment deux. Il y en a toujours un qui s'éloigne. Renaud a hoché la tête, puis il a posé une question qui n'était pas militaire, une question d'homme. « Et toi, tu peux le faire, sans que ça parte en vrille ?» Étienne a senti sa bouche devenir sèche. Il a pensé à Lucien, à l'affiche, à la place du marché. Il a pensé à ces villages où, après une attaque, on ramasse les corps au petit matin et on dit que c'est la faute des terroristes. « Je peux », a-t-il dit, et il a ajouté, parce qu'il ne voulait pas mentir. « Mais pas si on me presse. » Madeleine était là, assise sur un tabouret, les mains dans son manteau. Elle n'a pas parlé. Elle a juste regardé Étienne comme on regarde quelqu'un qui va traverser une rivière de nuit. On ne peut pas l'aider, on peut seulement espérer qu'il ne glisse pas. La nuit de l'opération, il n'y avait pas de lune. Le ciel était bas, lourd, et l'air sentait la terre humide. Étienne a quitté la ville avant le couvre-feu, en se fondant dans les derniers retours. Une femme avec un seau, un homme avec une miche sous le bras, des silhouettes pressées qui ne se regardent pas. Il a rejoint la campagne à pied, en évitant la route principale. Chaque fois qu'un bruit se levait, une branche, un caillou sous la semelle, il s'arrêtait. Il attendait. Il laissait le silence reprendre sa place, comme si le monde respirait. Arrivé près du pont, il s'est couché dans un fossé, derrière des herbes hautes. Il a attendu longtemps.
pas parce qu'il hésitait, parce qu'il voulait être sûr. La guérite était un petit carré de lumière dans l'obscurité. Les deux silhouettes fumaient. L'une riait, un rire bref, fatigué. L'autre tapait du pied pour se réchauffer. Et puis, comme prévu, l'un s'est éloigné vers le buisson. Étienne a senti son cœur cogner, mais ses mains, elles, étaient calmes. C'était ça, sa force. Le corps tremble, les doigts obéissent. Il a sorti la fronde de sa sacoche. Le bois était tiède contre sa paume, comme un outil qu'on connaît depuis toujours. Il a choisi un projectile dans une petite poche cousue à l'intérieur. Pas de métal brillant, rien qui accroche la lumière. Quelque chose de dense, sombre, banal. Il a tendu l'élastique lentement, sans le faire claquer. Il a visé non pas la tête comme dans les histoires, mais l'endroit où le corps oublie de se protéger quand il se croit seul. Un geste, un souffle, et ce petit son sec, presque ridicule. La silhouette a vacillé, pas un cri, juste un mouvement de surprise, comme si on lui avait retiré le sol. Elle s'est affaissée dans l'herbe, derrière le buisson, hors de vue. L'autre soldat n'a rien compris. Il a attendu, a grogné quelque chose, puis il a fait 2 pas vers le buisson, agacé. Étienne a déjà rechargé. Il a attendu que l'homme sorte du rectangle de lumière, qu'il devienne une forme plus sombre sur un fond plus sombre. Et il a recommencé. Cette fois, la silhouette s'est arrêtée net, comme si elle avait heurté un mur invisible. Elle a apporté la main à sa gorge, a cherché de l'air, et s'est effondrée sur le gravier avec un bruit sourd, étouffé par la boue. Le pont était libre. Et là, le plus difficile a commencé. Pas l'attaque, la suite. Étienne a traversé en courant, mais pas trop vite. Trop vite, c'est suspect. Il a ouvert la porte de la guérite, et la lampe a projeté son rectangle jaune sur ses chaussures. Il a eu une seconde de panique. Cette lumière, c'était un projecteur. Il a refermé aussitôt, a travaillé dans l'ombre. Il a trouvé ce qu'il était venu chercher. Un trousseau de clés, un laissez-passer plié dans une poche, et un petit carnet où quelqu'un avait noté des horaires et des noms français parfois. Ça, c'était le pire. Parce que ça voulait dire que la machine ne tournait pas seulement avec des Allemands. Il a tout pris, sans s'attarder. Il a effacé ce qu'il pouvait effacer. Une trace de pas dans la boue, une marque sur la porte. Il a tiré les corps hors de la route, pas par pitié, mais par logique. Un corps, au milieu du pont, c'est une alarme visuelle. 2 corps cachés, c'est un retard. Et un retard, parfois, c'est une vie sauvée. Quand il a rejoint le point de rendez-vous, dans un petit bois où les troncs semblaient se serrer pour écouter, Renaud l'attendait avec 2 hommes. Renaud n'a pas souri. Il a juste pris le trousseau, l'a pesé dans sa main, comme si c'était une preuve que le monde pouvait encore être manipulé. « On les fait passer », a-t-il dit. Cette nuit, l'imprimeur et les papiers. Sans détour. Madeleine a enfin respiré, comme si elle avait retenu son souffle depuis des heures. Elle a regardé Étienne, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de dangereux, de l'espoir. Parce que si ça marche une fois, pourquoi pas 2? La première conséquence n'a pas été une explosion, ni un train déraillé. C'était plus discret, plus cruel aussi. Un homme a traversé le pont avec une valise pleine de plaques d'imprimerie, et il n'a pas été arrêté. Une liste de noms n'a pas fini sur un bureau allemand, une rafle peut-être, a été évitée. Personne n'a applaudi, personne n'a su, mais le réseau a respiré. Et c'est là que la méthode d'Étienne s'est devenue une tentation. Quelques semaines plus tard, on lui a demandé autre chose, un passage près d'une barrière ferroviaire sur une petite ligne secondaire qui serpentait entre les champs. Un endroit où les trains de marchandises ralentissaient, où les wagons pouvaient les perdre une caisse, où un homme pouvait monter sans qu'on le voie, si la sentinelle, justement, regardait ailleurs. Cette fois, les Allemands étaient déjà nerveux. On parlait du pont, pas officiellement. Officieusement,
dans les cafés où l'on chuchote derrière les tasses vides. On disait « Ils sont tombés sans bruit ». Todokach. On disait « Un fantôme ». On disait aussi « Ça va nous retomber dessus ». Étienne a refait ce qu'il savait faire. Observer. Il s'est posté près d'un talus, derrière des ronces, et il a regardé la barrière pendant 2 soirs. Il a noté les horaires. Il a noté le geste du garde qui se grattait la nuque avant de tourner la manivelle. Il a noté le moment où il allumait sa cigarette, toujours au même endroit, parce que là, le vent ne l'éteignait pas. Mais il a noté aussi un changement, un 3e homme parfois. Pas un soldat qui s'ennuie, un homme qui ne fumait pas, qui ne parlait pas, qui restait un peu en retrait, comme s'il regardait non pas la route, mais l'idée même de la route. Renaud, quand Étienne lui en a parlé, a serré les mâchoires. « Ils ont envoyé quelqu'un », a-t-il dit. « Un sous-officier, un de ceux qui comprennent. » Et comme pour confirmer, le lendemain, Madeleine a rapporté une rumeur de l'hôpital. Un blessé allemand, pas grave, mais assez pour parler. Il avait dit qu'on changeait les consignes, qu'on allait nettoyer les petites postes, qu'on ne laisserait plus les hommes seuls. « Il s'appelle Keller », a murmuré Madeleine. « Feldwebel, il vient de Dijon. On dit qu'il ne crie jamais, qu'il écoute. Un homme qui écoute. Dans une guerre de bruit, c'était presque une menace plus grande qu'un fusil. La 2e opération devait se faire quand même, parce que le maquis avait besoin de ce passage, parce que chaque jour, des papiers circulaient, des armes aussi, et que le moindre contrôle pouvait faire tomber 10 personnes d'un coup. Étienne est venu la nuit, plus tard que la dernière fois. Il a changé d'approche, pas par le fossé, mais par un champ labouré, en contournant une ferme. Il a marché dans la boue pour effacer ses traces dans les traces des autres. Il a même frotté ses semelles avec de l'herbe humide, comme un homme qui efface une faute. Arrivé près de la barrière, il s'est immobilisé. Il a attendu le rectangle de lumière de la petite lampe du poste. Il a attendu la cigarette. Il a attendu le geste de la nuque. Et il a senti quelque chose qui n'avait d'or rien à voir avec la vue. Un silence trop parfait. Pas le silence normal de la campagne. Un silence organisé. Comme si même les insectes avaient d'ons fait reçu l'ordre de se taire. Il a plissé les yeux. La lampe n'était pas à la même place, elle éclairait un peu plus loin, un peu plus large, comme si quelqu'un n'avait voulu que l'ombre où Étienne se cachait d'habitude n'existe plus. Et puis il a vu, au bord du talus, une trace fraîche, une branche cassée, récente, blanche à l'intérieur. Pas par lui, par quelqu'un qui était passé là et qui voulait qu'on le voie. Étienne a senti un froid lui remonter le long du dos. Ce n'était pas de la peur vague, c'était une certitude. Ce soir, s'il tend l'élastique, il ne frappera pas une sentinelle. Il déclenchera un piège. Il a reculé d'1 centimètre, puis d'un autre. Lentement, comme on retire une main d'une flamme, sans faire de geste brusque. Il a gardé la fronde dans sa poche, sans la sortir. Il a beau l'attendu encore, pour ne pas donner l'impression d'une fuite. Il a écouté. Et là, un bruit minuscule. Un froissement de tissu. Pas loin. Trop près. Quelqu'un était couché dans l'herbe, à l'endroit exact où Étienne aurait dû être. Il a compris. Keller ne cherchait pas seulement à protéger la barrière. Il cherchait à attraper l'ombre qui venait. Étienne a fait demi-tour, pas en courant, en marchant, en se forçant à respirer normalement, comme un paysan qui rentre chez lui. Chaque pas était une lutte contre l'instinct de fuir. Il a rejoint le bois, puis la route, puis les premières maisons. Et seulement quand il a vu, au loin, la silhouette d'un clocher, il s'est autorisé à trembler. Renaud a été furieux quand Étienne a annoncé qu'il n'avait rien fait. « On avait besoin de ce passage », a-t-il soufflé, la voix basse mais tranchante. « Et eux avaient besoin de moi », a répondu Étienne. « Ils m'attendaient. » Un silence a suivi. Un silence où chacun a compris ce que ça voulait dire. La série n'était plus un secret. Quelqu'un, en face,
avait commencé à relier les points. Dans le village, la rumeur a changé de goût. Avant, c'était presque une histoire qu'on se racontait pour se donner du courage. Maintenant, c'était une peur. Au marché, entre deux échanges de tickets, on murmurait « Ils vont se venger ». Une vieille femme a fait un signe de croix en parlant du fantôme. Un homme a craché par terre en disant « À cause de lui, ils vont brûler nos granges ». Et puis, il y avait ceux qui se taisaient relier trop, ceux qui écoutaient ronc trop, ceux qui regardaient rouge sur les autres comme s'ils cherchaient une réponse sur un visage. Étienne, lui, rentrait chez lui comme d'habitude. Il réparait des réveils, il changeait des ressorts, il faisait semblant d'être un homme qui n'a que des soucis de mécanique. Mais il sentait les regards. Et un soir, en fermant la porte de l'atelier, il a entendu des pas derrière lui. Pas des bottes, pas le rythme lourd d'un uniforme. Des pas hésitants, familiers. Il a accéléré un peu, les pas ont accéléré aussi. Il a tourné dans une ruelle, celle qui sent le chou et le charbon. Les pas ont tourné. Il s'est arrêté net, comme pour allumer une cigarette qu'il n'avait pas. Les pas se sont arrêtés. Alors il a compris. Ce n'était pas un Allemand, ce n'était pas la Gestapo. C'était pire d'une certaine façon. C'était quelqu'un du coin, quelqu'un qui savait où il habitait, quelqu'un qui pouvait, demain, parler à un gendarme par prudence, ou venir lui demander quelque chose, ou le tenir. Étienne a repris sa marche, le ventre noué, et il a senti pour la première fois depuis le pont que le danger n'était pas seulement au bout d'une route, derrière une guérite. Le danger était en train de rentrer avec lui, dans les rues qu'il croyait connaître. Et quand il a enfin osé jeter un coup d'œil dans une vitrine sombre, il a vu le reflet d'un visage qu'il avait déjà croisé 100 fois. Un voisin, pas un ami, pas un ennemi déclaré, juste un homme ordinaire, avec ce regard étrange de quelqu'un qui a une question et qui n'a pas encore décidé à qui il allait la poser. Pourquoi le suivait-il? Pour aider? Pour comprendre? Ou pour vendre une information au plus offrant? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait dans une guerre où le silence est votre arme, quand ce silence commence à attirer l'attention des gens qui vivent juste à côté de vous? Le silence protège, jusqu'au jour où il isole. Et quand personne ne peut prouver ce que vous faites, personne ne peut non plus vous défendre. Dans une ville occupée, ça veut dire une chose très simple. Si quelqu'un décide que vous êtes la cause de ces malheurs, vous n'avez même pas le droit de vous expliquer. Étienne a reconnu le voisin avant même de reconnaître son propre reflet. Un visage banal, un de ceux qu'on croise au marché sans y penser. Marcel Duroy. 40 ans peut-être, des mains épaisses, toujours une odeur de vin aigre et de tabac froid. Un homme qui avait perdu son travail aux ateliers du rail et qui vivait maintenant de petits services, de commissions, de « je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ». Étienne a continué à marcher comme si de rien n'était. Il a senti la sueur froide sous sa chemise, pas à cause d'un fusil, mais à cause de cette proximité. Un Allemand au moins, c'est clair. Un voisin, c'est un brouillard. Il a tourné vers la Saône, là où les ruelles se resserrent entre des murs humides. Il a fait semblant de s'arrêter devant une affiche de propagande collée de travers. Un maréchal au regard sévère, des mots sur l'ordre et la famille. Derrière lui, les pas se sont arrêtés aussi. Alors Étienne a compris que Marcel ne le suivait pas pour le plaisir. Il attendait un moment, un endroit, une occasion. Étienne a repris, plus lentement. Il a laissé Marcel se rapprocher. C'était contre l'instinct, mais c'était la seule façon de savoir. Étienne, a soufflé une voix derrière lui. Pas un appel, un chuchotement, comme si le simple fait de prononcer son prénom pouvait déclencher une alarme. Étienne s'était retourné, juste assez pour voir le visage de Marcel dans la lumière sale d'un réverbère. Les yeux brillaient d'une excitation nerveuse, pas d'une haine pure. Ça, c'était presque pire. « Je veux pas d'ennui », a dit Marcel tout de suite, les mains ouvertes,
comme un homme qui se défend avant d'être accusé. Mais, on dit des choses, et moi, j'ai des enfants. Enfin, j'en ai un. Et j'ai plus de tickets, plus rien. Tu comprends? Étienne n'a pas répondu. Il a attendu la suite, parce que la suite était toujours le vrai couteau. Marcel a avalé sa salive. Je t'ai vu rentrer tard, plusieurs fois, et puis, il y a eu le pont, et la barrière, et maintenant les boches sont partout. Ils demandent des noms. Ils demandent qui traîne dehors. Moi je veux pas te vendre, hein? Je suis pas un salaud. Mais, si je savais, si j'étais sûr, je pourrais dire que je sais des rien. Je pourrais te couvrir. Mais faut que tu m'aides aussi. C'était ça, pas un dénonciateur décidé. Un homme qui voulait acheter sa propre sécurité avec un secret qu'il ne possédait pas encore complètement. Étienne a senti une colère monter, une colère sèche, presque honteuse. Parce que Marcel parlait comme si la guerre était un marché. Tu me donnes, je te donne. Comme si le silence d'Étienne était une monnaie. Tu veux quoi? A demandé Étienne, la voix basse. Marcel alla regarder autour, comme s'il craignait que les murs écoutent. De la bouffe, des tickets. Et si jamais on te cherche, tu me le dis. Je veux pas être prise au dépourvu. Je veux pas qu'ils viennent chez moi parce que je t'ai croisé. Étienne a eu envie de lui dire « C'est déjà trop tard », mais il s'est retenu. Parce que Marcel n'était pas seulement Marcel. Marcel, c'était le village entier, la ville entière, cette foule de gens qui ne choisissaient pas l'occupation, mais qui choisissaient, chaque jour, comment survivre à l'intérieur. « Je n'ai rien », a menti Étienne. Marcel a souri, un sourire triste. « Tu mens mal, t'es pas fait pour ça, t'es fait pour les petites pièces, les ressorts, pas pour les histoires. » Et puis, il a ajouté, comme une caresse qui devient une menace. « Réfléchis, moi je veux juste être du bon côté quand ça va tomber. » Quand Étienne était rentré à son atelier, il a verrouillé 2 fois. Il a posé sa sacoche sur l'établi. Il a sorti la fronde, l'a regardé longtemps, comme si c'était un animal qui pouvait le trahir. Et pour la première fois, il s'est demandé si son arme la plus dangereuse n'était pas celle qu'il tenait, mais celle que les autres imaginaient. Le lendemain, la pression a changé de forme. Elle est devenue officielle. Dans la Bourgogne occupée, les rumeurs ne restent jamais des rumeurs très longtemps. Elles se transforment en affiches, en ordres, en listes. Sur la place du marché, près de la fontaine, une nouvelle affiche avait été collée. Papier blanc, lettres noires, français impeccable, et en bas une signature allemande. On annonçait des contrôles renforcés. On rappelait le couvre-feu. On parlait de terroristes. Et surtout, on promettait des mesures exemplaires en cas d'attaque. Les gens lisaient sans bouger les lèvres. Personne ne commentait à voix haute. Mais les épaules se rapprochaient, les paniers se serraient contre les hanches, comme si chacun voulait réduire sa surface au monde. Et puis, il y a eu les gendarmes, pas les Allemands, pas tout de suite. Les gendarmes français, ceux qu'on connaissait depuis toujours, avec leurs képis et leurs moustaches, qui faisaient les semblants de ne pas voir certaines choses, jusqu'au jour où ils recevaient un ordre écrit. Ils ont commencé par des visites de routine. Ils entraient bien dans les ateliers, dans les arrière-boutiques, ils demandèrent des papiers. Ils regardaient les mains. Oui, les mains. Comme si la guerre se lisait dans les doigts. Étienne l'a appris par Madeleine. Elle est venue un soir, sous prétexte de faire réparer une petite montre de femme, une montre sans valeur, mais qui avait une histoire. Elle l'a posée sur le comptoir et elle a gardé son manteau, signe qu'elle ne resterait pas. Ils ont pris 2 hommes ce matin, a-t-elle dit sans lever la voix. Pas des résistants, pas des héros, 2 types qui rentraient tard. Ils les ont gardés au poste de gendarmerie, juste pour vérifier. Et tu sais qui était là? Étienne a senti son ventre se serrer. Quelle heure? Madeleine a hoché la tête. Il ne crie toujours pas. Il sourit même, parfois. Mais il pose des questions comme on pose des pièges.
Il demande « Vous travaillez avec quoi? Des outils fins? Vous avez de bons yeux? Vous sortez la nuit ?» Et les gendarmes, ils notent. Étienne a regardé ses propres mains. Des mains de réparateur. Des mains qui, soudain, pouvaient y devenir une preuve. « Renaud veut te voir », a ajouté Madeleine. « Ce soir, pas à la grange, ailleurs. » Pourquoi ailleurs? Madeleine a hésité, et cette hésitation a fait plus de bruit que n'importe quel mot. Parce qu'ils ont fouillé la grange. Étienne a senti un vertige, la cache provisoire, les caisses, la carte froissée. Tout ça découvert? Mais Madeleine a secoué la tête vite. Rien trouvé. Ils ont juste regardé, comme s'ils voulaient que nous sachions qu'ils peuvent de regarder. Un message. Keller ne cherchait plus seulement un fantôme, il cherchait à faire peur à ceux qui pourraient l'abriter. Le rendez-vous a eu lieu dans un lavoir abandonné, à la sortie d'un hameau, là où l'eau coule même quand les gens se taisent. Renaud était déjà là, avec 2 hommes du maquis. Leurs visages étaient fermés, pas par colère, par fatigue. « On a un problème », a dit Renaud. Étienne a presque ri. « On en a plusieurs. » Renaud n'a pas souri. Le village était sous pression. Ils ont pris des otages à Chagny la semaine dernière. Tu as entendu? 3 hommes, juste parce qu'un câble téléphonique a été coupé. Ils les ont gardés 2 jours, puis relâchés. Pas par bonté, pour que tout le monde comprenne. Étienne a pensé à Marcel, à être du bon côté quand ça va tomber. Voilà comment ça tombait. Pas sur les coupables, sur les proches, sur les voisins, sur ceux qui n'avaient rien demandé. Alors arrêtez, a dit une voix derrière Renaud. C'était l'un des hommes du maquis, un grand avec une cicatrice sur la joue. Arrêtez de l'utiliser, il attire la foudre. On n'a pas besoin d'un fantôme si le village brûle. Étienne a senti la phrase comme une gifle. Il a voulu répondre, mais Renaud a levé la main. On ne peut pas arrêter, a dit Renaud. Pas maintenant. Il a sorti un papier plié, taché d'humidité, une liste, des noms, des horaires. Ils vont transférer des prisonniers demain soir, a-t-il dit, depuis la petite prison de Beaune vers Dijon. Pas des soldats, des civils, des gars du réseau. Et une femme. Étienne a levé les yeux vers Madeleine. Elle n'a pas bougé, mais ses doigts se sont crispés sur la sangle de son sac. Qui? A demandé Étienne, même s'il avait déjà compris que la question était dangereuse. Renaud a répondu quand même. Jeanne, une des nôtres. Elle a s'était prise avec des faux papiers. Si elle parle, même sous la peur, c'est tout un pan qui tombe. Et si on attaque le convoi à coups de fusil, ils feront payer la ville. Ils le feront exprès. Le silence du lavoir a semblé se resserrer. Étienne a entendu l'eau goûter, régulière, comme un compte à rebours. « On veut que tu ouvres de la route », a dit Renaud. Pas une embuscade, juste un trou, un moment, un garde qui ne donne pas l'alerte. Étienne a senti son cœur accélérer, pas par peur de l'action, par peur de ce que ça impliquait. Un convoi, ce n'était pas une guérite isolée. C'étaient des hommes, plusieurs, des véhicules, des ordres, c'est strict. Et quelle heure, quelque part, qui attendait? Et si c'est un piège? A demandé Étienne. Renaud a haussé les épaules. Tout est un piège maintenant. La question, c'est lequel on choisit. Madeleine a enfin parlé, et sa voix a été plus froide que d'habitude. Ils ont déjà commencé à interroger à l'hôpital, pas officiellement, des questions sur les blessés, sur les gens qui viennent sortir, sur les ateliers. Ils cherchent un profil. Et toi, Étienne, tu rentres toujours au même endroit. Étienne a compris ce qu'elle ne disait pas. Il fallait bouger, il fallait disparaître un peu. Mais comment disparaître quand on a un atelier, des clients, une vie qui sert de couverture? Le plan a été décidé vite, parce que plus on parle, plus on se trahit. Le convoi devait passer par une route secondaire bordée de platanes, entre des champs nus et des murets de pierre. Un endroit où la voiture ralentirait à cause d'un virage serré près d'un petit pont de campagne. Pas le grand pont de la première nuit. Un pont anonyme,
presque ridicule, sur un ruisseau. Étienne devait neutraliser le premier homme qui descendrait vérifier la route, Justin. Le temps que le maquis bloque le véhicule, ouvre la porte arrière, récupère Jeanne et 2 autres, puis disparaît dans les vignes. Pas de tir, a insisté Renaud. Pas de panique, on fait ça comme une erreur de route, comme un incident. Et on s'évanouit. Étienne a hoché la tête, il a dit oui, mais au fond de lui, quelque chose résistait. Pas la peur de mourir, la peur de faire mourir les autres. La nuit suivante, il a sautendu dans un fossé, le dos contre la terre froide. Les platanes faisaient d'eau des ombres longues, comme des barreaux. Il avait la fronde dans la main, mais sa main n'était pas aussi calme que d'habitude. Parce que cette fois, il ne pensait pas à une sentinelle anonyme. Il pensait à Jeanne, enfermée, peut-être déjà brisée. Il pensait à Madeleine, qui avait prononcé son nom comme on prononce une prière. Les phares en chemin sont apparus au loin, 2 yeux jaunes qui balayaient Lick et la route. Le moteur a grondé, puis a ralenti au virage. Étienne a retenu son souffle. Un véhicule, puis un second derrière. Pas prévu. 2, a-t-il murmuré, sans savoir à qui il parlait. Le premier s'est arrêté. Une portière a claqué. Un homme a sauté au sol. Étienne a vu la silhouette, le casque, la cigarette qui s'allume, ce petit point d'eau rouge qui trahit tout. Il a tendu l'élastique. Et là, au lieu du geste habituel, l'homme a levé la tête, comme s'il écoutait, comme s'il savait que quelque chose quelque part respirait trop fort. Étienne a hésité une fraction de seconde. Une fraction de seconde de trop. Il a tiré quand même. Le projectile a frappé. L'homme a vacillé, mais il n'est pas tombé tout de suite. Il a fait un pas en arrière, a heurté le muret, et sa main a cherché quelque chose à sa ceinture. Pas un cri, mais un souffle rauque, un son qui ressemblait à un appel. Étienne a senti le sang quitter son visage. Ce n'était pas censé se passer comme ça. D'habitude, c'était net. D'habitude, le silence restait un silence. Il a rechargé trop vite. Ses doigts ont glissé. Et dans ce geste précipité, quelque chose est tombé de sa poche intérieure. Un petit morceau de cuir, une languette qu'il utilisait pour protéger l'élastique, marquée d'une couture particulière. Une broutille, une signature. Il ne l'a pas vu tomber. Il a seulement senti, plus tard, l'absence. Le deuxième véhicule a klaxonné une fois, court, sec. Un signal. Des silhouettes ont bougé. Étienne a compris que le convoi n'était pas seulement escorté. Il était organisé pour réagir. Dans l'obscurité, il a aperçu près du premier véhicule une silhouette qui ne courait pas, qui ne s'agitait pas. Une silhouette qui restait légèrement en retrait, comme à la barrière ferroviaire. Un homme qui regardait la scène comme on regarde un mécanisme. Quelle heure! Même à distance, Étienne a reconnu cette façon de ne pas se presser, de laisser les autres faire du bruit pendant qu'il récolte les détails. Le maquis, plus loin, a dû comprendre aussi parce qu'il n'y a pas eu d'attaque frontale. Juste un sifflement bref, un signal de repli. Une décision terrible. Abandonner l'opération plutôt que déclencher un massacre. Étienne a reculé dans le fossé, puis dans les champs, en se forçant à ne pas courir. Il entendait des voix allemandes, des ordres, des pas qui fouillaient dans le bord de la route. Il a senti une lampe balayer les platanes, puis s'arrêter un instant sur l'endroit où il avait été couché. Il a dos tendu, immobile, la joue contre la terre. Il a senti un ver de terre se tordre sous sa paume, et il s'est dit, absurdement, « Voilà, c'est ça la guerre, être vivant et ne pas avoir le droit de bouger. » Quand il a enfin réussi à s'éloigner, il avait la bouche pleine de goût métallique. Il a rejoint un chemin creux, puis une haie, puis une grange vide. Là, seulement, il a osé respirer. Le lendemain, la nouvelle a circulé comme une fièvre. Un convoi avait été inquiété, pas attaqué, inquiété. Et pourtant, la réaction a été immédiate. Des contrôles à l'entrée de la ville. Des papiers demandés 2 fois.
des sacs fouillés, des hommes alignés contre un mur pendant qu'on vérifiait des noms sur une liste, et au milieu de tout ça, les gendarmes de Vichy, plus nerveux que les Allemands, parce qu'ils avaient quelque chose à prouver. Madeleine a retrouvé Étienne dans l'arrière-salle d'une boulangerie, entre des sacs de farine vides. Elle avait le visage pâle, mais ses yeux étaient durs. « Tu as laissé quelque chose » a-t-elle dit. Étienne a froncé les sourcils. « Non. » Madeleine a secoué la tête. « Si, je ne sais pas quoi. Mais quelle heure ?» Il a changé de ton. À l'hôpital, il a demandé des choses de très précises. Pas « qui sort la nuit ». Il a demandé « qui travaille le cuir ?» Qui fait des coutures fines, qui répare des objets délicats. Et il a demandé les noms des artisans, les horlogers, les typographes, les cordonniers. Étienne a senti un froid le traverser. La languette, la couture, sa petite manie de faire propre, même dans l'ombre. « Et Marcel ?» a demandé Madeleine soudain. Étienne a relevé la tête. « Pourquoi Marcel ?» Madeleine a eu un sourire sans joie. Parce qu'il parle trop. Il est venu à l'hôpital hier pour demander des médicaments pour son fils. Et il a posé des questions. Sur toi, sur tes horaires. Comme s'il voulait savoir à qui il devait vendre sa prudence. Étienne a fermé les yeux une seconde. Tout se rejoignait. Le piège de Keller, la peur du village, la fin de Marcel. Et lui, au milieu, avec son silence qui n'était plus une protection, mais une cible. Renaud, quand il a appris l'échec, n'a pas crié. Il a juste dit une phrase qui a fait plus mal qu'un reproche. « On ne peut plus te garder près de nous. » Étienne a voulu protester, mais Renaud a continué. « Pas parce que tu es inutile, parce que tu es devenu visible, et quand tu es visible, tu nous rends visibles. » Madeleine a regardé Étienne longtemps, puis elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a pris un pas en arrière, comme si elle se détachait de lui. « À partir d'aujourd'hui, » a-t-elle dit, « tu ne me connais plus. » Étienne a senti un coup dans la poitrine. « Quoi ?» Elle a parlé vite, sans émotion, apparente, comme une infirmière qui donne des instructions avant une opération. Ils m'ont vu trop souvent dans les mêmes rues. Ils savent que je transporte des choses. Si je reste près de toi, ils feront le lien. Si je m'éloigne, ils hésiteront. Ils se diront que tu n'es qu'un artisan. Et moi, je serai une femme qui travaille à l'hôpital. Rien de plus. Étienne a cherché dans son visage un signe de trahison. Il n'a trouvé que de la peur maîtrisée, une peur qui choisit une stratégie. « Tu me laisses » a-t-il murmuré. « Je te protège » a répondu Madeleine, et sa voix a tremblé juste à la fin, comme une fissure dans une vitre. « Et je me protège aussi, parce que si je tombe, je t'emporte, et si tu tombes, tu m'emportes. » Ils se sont séparés sans se toucher. Dans une autre vie, ils se seraient serré la main, ou ils se seraient embrassés, ou ils auraient dit quelque chose de simple. Mais dans cette vie-là, un geste tendre pouvait être une preuve. 2 jours plus tard, Étienne a trouvé une enveloppe glissée sous la porte de son atelier. Pas un papier allemand, pas une menace, un formulaire français, propre, avec un tampon. Convocation. Il devait se présenter le lendemain matin, à 8 heures, à la gendarmerie. Motif, vérification administrative. Étienne a relu la phrase plusieurs fois. Vérification administrative. Des mots qui, en temps de paix, ne veulent rien dire. En temps d'occupation, ils veulent beau le dire, on a une idée, et on veut te voir si tu trembles. Il a levé les yeux vers la fenêtre. Dans la rue, des gens passaient, des paniers au bras, des visages fermés. La vie continuait, comme si elle ne savait pas qu'elle marchait sur une corde. Étienne a posé la convocation sur l'établi, à côté d'un réveil démonté. 2 mécanismes, 2 façons de compter le temps, et il s'est demandé, pour la première fois, si Keller voulait l'arrêter, ou s'il voulait simplement le regarder dans les yeux, pour être sûr. Demain matin, 8 heures, et si c'était un piège,
Quel genre de piège vous laisse une nuit entière pour y penser? Le plus dangereux, ce n'est pas de frapper une sentinelle. Le plus dangereux, c'est de rentrer chez des soi, comme si de rien n'était, et de découvrir que, cette fois, quelqu'un vous attend déjà à l'intérieur de votre propre vie. À 8h moins 5, Étienne était devant la gendarmerie comme un homme qui vient demander un tampon. Il avait mis une chemise propre, celle des dimanches d'avant-guerre, et il avait même pris le temps de se raser. Pas par coquetterie, par stratégie. Un visage fatigué attire les questions. Un visage trop calme aussi. Il fallait trouver ce milieu impossible, l'air banal. La place sentait le café de chicorée et la fumée humide. 2 femmes faisaient dans la queue devant la boucherie, tickets à la main, comme si la journée allait être normale. Un vélo grinçait sur les pavés, et pourtant, tout était tendu, comme une corde qu'on a trop tirée. À l'entrée, Bakri, un gendarme français l'a reconnu. Pas un ami, pas un ennemi, un homme du pays, moustache grise, regard qui glisse, Étienne Morel, c'est ça? Atelier, rue des Tanneurs. Étienne a hoché la tête, a tendu ses papiers. La carte d'identité, la carte d'alimentation, le laissez-passer de travail. Des petits rectangles de papier qui décidaient un don si vous aviez le droit d'exister. On l'a fait attendre dans un couloir où l'odeur de cire se mélangeait à celle du tabac froid. Sur un banc, un garçon de ferme triturait sa casquette. Plus loin, une vieille femme murmurait un chapelet sans bouger les lèvres. Personne ne se regardait. Parce que se regarder, c'était déjà se reconnaître. Puis la porte du bureau s'est ouverte, et Keller était là. Pas en uniforme impeccable de parade. Une tenue de terrain, bottes poussiéreuses, col ouvert. Il avait l'air d'un homme qui a dormi peu, mais qui n'a pas perdu une seule idée. Il n'a pas levé la voix, il n'a même pas fait semblant d'être pressé. « Entrez, monsieur Morel !» Le gendarme français est resté près de la porte, comme un meuble. Keller, lui, s'est assis derrière un bureau trop petit pour lui. Sur le bois, il y avait une pile de formulaires, un encrier et une petite boîte en carton, fermée. Étienne a senti son estomac se contracter à la vue de cette boîte. Une boîte, ça peut contenir n'importe quoi. Et dans une guerre d'ombre, n'importe quoi peut devenir une preuve. Keller a feuilleté un dossier sans le regarder vraiment, comme s'il connaissait déjà chaque page. Horloger, réparateur, a corrigé Étienne. Je fais ce qu'on me demande. Montre, réveil, mécanisme. Keller a souri légèrement, comme si la nuance l'amusait. Vous travaillez avec des pièces fines, des ressorts, des lames, des cuirs aussi parfois? Pour les bracelets? Étienne a senti le piège se refermer doucement, sans claquement. Parfois, a-t-il dit, quand on en trouve. Keller a levé les yeux, un regard clair, presque poli. Vous sortez la nuit, monsieur Morel? La question était simple. La réponse, elle, pouvait tuer. Non, a dit Étienne. Le couvre-feu. Et puis, je travaille tôt. Keller a posé son stylo, a joint les mains. C'est curieux, parce que plusieurs personnes vous ont vu rentrer tard. Très tard. Étienne a senti son cœur faire un pas de côté. Plusieurs personnes. Pas une. Ça voulait dire rumeur. Ça voulait dire Marcel. Ou pire, le village entier qui commence à se raconter des histoires pour donner un visage à sa peur. On confond, a dit Étienne. Il y a d'autres hommes dans la rue. Keller a hoché la tête, comme si c'était raisonnable. Bien sûr, on confond souvent. C'est pour ça que je vérifie. Il a tapoté la petite boîte en carton du bout des doigts. On a trouvé ceci près d'un incident sur la route de Meursault. Une petite pièce de cuir, une couture, très propre. Étienne a senti la sueur apparaître sous ses omoplates. Il a gardé son visage immobile, mais à l'intérieur, tout s'est mis à courir. Keller a ouvert la boîte. À l'intérieur, sur un morceau de papier, il y avait bien une languette de cuir. Et la couture? Oui, la sienne. Ce point régulier qu'il faisait sans y penser, parce qu'il avait appris à faire les choses de bien, même quand personne ne regarde.
Mais Keller n'a pas dit « C'est à vous ». Il a fait pire. Il a demandé, doucement, « Vous reconnaissez ce travail ?» Étienne a regardé la languette comme on regarde un objet trouvé dans la rue. Il a pris une seconde de trop, puis il a haussé les épaules. Ça ressemble à beaucoup de choses. Les cordonniers font ça tous les jours. Keller a souri, mais cette fois, ce n'était pas de l'amusement. C'était une satisfaction froide. « Oui, » a-t-il dit. « Les cordonniers, les selliers, les artisans, les hommes aux mains précises. » Il s'est levé, a fait le tour du bureau, s'est arrêté derrière Étienne. Pas assez près pour le toucher. Juste assez près pour que sa présence remplisse l'air. « Vous savez ce que j'aime, monsieur Morel? Les mécanismes. Quand une chose se répète, elle laisse une trace, une habitude, un chemin. » Étienne a senti une envie absurde de se retourner, de reculer, de faire quelque chose. Mais il est ici resté assis, parce que bouger, c'était avouer. Keller a repris, comme s'il parlait d'une montre. On a eu des sentinelles qui tombent sans alarme, pas de tir, pas de panique, juste un homme qui s'écroule, et ensuite des papiers qui disparaissent, des clés, des plans. Toujours des choses utiles, jamais des trophées. Il a fait une pause. Ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un soldat, c'est quelqu'un qui pense. Étienne a senti pour la première fois une colère monter, pas contre Keller, contre lui-même, parce que Keller le décrivait presque avec respect, et ce respect-là était une corde autour du cou. Keller était revenu s'asseoir. « Je ne vous accuse pas, » a-t-il dit. « Pas aujourd'hui, je vous observe. » Puis il a ajouté, comme une phrase anodine, « Vous connaissez Marcel Duroy ?» Le nom a claqué dans la tête d'Étienne comme une porte qu'on ferme. Il a réussi à répondre sans changer de ton. « De vue, tout le monde connaît tout le monde. » Keller a hoché la tête, a noté quelque chose. « Il est venu me parler, » a-t-il dit. Un homme inquiet, un père, il veut dit être du bon côté. Étienne a compris, Marcel n'avait pas seulement parlé, il avait négocié, il avait vendu des bribes, des impressions, des horaires approximatifs, tout ce qui pouvait ressembler à une piste, pas par idéologie, par faim, par peur, par cette lâcheté ordinaire qui, en temps de guerre, devient une arme. Keller a refermé le dossier. « Vous pouvez rentrer, monsieur Morel. Continuez votre travail, réparez des réveils, faites tourner le temps. » Il a souri une dernière fois, et surtout, dormez bien. Étienne est sorti sans courir. Il a traversé le couloir, a passé la porte, a senti l'air froid lui mordre les joues. Dehors, la place était la même. Les femmes, la queue, le vélo. Mais tout avait changé, parce qu'il savait maintenant que Keller ne cherchait pas à l'arrêter tout de suite. Il cherchait à le suivre. Étienne a marché d'un pas régulier jusqu'au coin de la rue. Puis il a tourné, puis il a tourné encore. Il a fait ce que font les gens qui ont peur. Il a essayé de se fondre dans les autres. Le marché battait son plein. Des cajots de pommes de terre, des carottes maigres, des œufs vendus sous le manteau. Un homme criait « Beurre, vrai beurre », trop fort, comme s'il voulait défier la pénurie. Étienne a traversé la foule, a frôlé des manteaux, a senti des épaules. Il a pris une direction, puis une autre, comme s'il cherchait une pièce rare. Et là, au milieu des visages, il a dit vu Madeleine, pas près de lui, pas à côté, à distance, une silhouette en manteau sombre, un panier au bras, l'air d'une femme qui n'a rien à cacher. Elle ne l'a pas regardé, pas une seconde. Mais elle a fait quelque chose de minuscule. Elle a ajusté son foulard 2 fois. Le signal. Étienne a continué à marcher. Il a compté ses pas. Il a tourné vers l'église, a poussé la porte lourde, est entré dans l'odeur de pierre froide et de cire. Quelques personnes brouches priaient ou faisaient semblant. Un enfant toussait. Le monde, même occupé, avait des besoins d'endroits où l'on peut baisser la tête sans expliquer pourquoi. Il s'est assis au fond, a attendu. 1 minute plus tard, Madeleine est entrée. Elle s'est agenouillée à 2 rangs de lui, a posé son panier,
a murmuré quelque chose qui ressemblait à une prière. Puis, sans bouger les lèvres, elle a soufflé. Ils t'ont montré la pièce. Étienne a senti sa gorge se serrer. Il n'a pas répondu tout de suite. Marcel a parlé, a-t-il fini par dire. Madeleine a fermé les yeux une seconde, comme si elle encaissait un coup. Pas tout, a-t-elle murmuré. Il ne sait pas tout. Mais il a donné assez pour que Keller joue avec toi. Il veut te faire bouger, te faire une erreur. Étienne a regardé l'autel, les bougies, la statue d'un saint qui avait l'air de ne plus entendre personne. « Renaud » a-t-il demandé. « Il t'attend » a dit Madeleine. « Ce soir, dans la carrière derrière les vignes. Et, Étienne, écoute-moi, ce n'est pas une mission comme les autres. » Le soir, la carrière abandonnée sentait la pierre mouillée et la mousse. On entendait au loin un train passer, long gémissement métallique qui rappelait que la guerre avait des rails. Renaud était là, avec 2 hommes. Le grand à la cicatrice aussi, celui qui voulait qu'on arrête de l'utiliser. Il ne disait rien, mais ses yeux parlaient. Tu vois, je te l'avais dit. Renaud, lui, a parlé sans détour. On a appris quelque chose, a-t-il dit. Demain nuit, un train spécial part de Châlons. Pas un convoi de prisonniers comme l'autre fois. Un wagon de dossiers, des listes, des noms, des adresses, des gens qui ont aidé, des gens qui ont juste parlé trop fort. Si ces papiers arrivent à Dijon, c'est fini pour des dizaines de familles. Étienne a senti un vertige, des papiers, toujours des papiers. La guerre moderne, c'était ça, des tampons qui tuent. On veut les brûler, a dit Renaud. Mais il y a un poste de garde au passage à niveau de la route de Givry. Petit, isolé. Et Keller sera là. Il a déplacé ses hommes. Il attend quelque chose. Le grand à la cicatrice a craché par terre. C'est un piège, a-t-il dit. On n'y va pas. Renaud a secoué la tête. On doit y aller, parce que ces dossiers, c'est une rafle en avance. Et parce que si on ne fait rien sans faire rien, on se fait écraser sans même avoir combattu. Il a regardé Étienne. On ne te demande pas de tuer. On te demande d'ouvrir une porte, 1 minute, le temps de neutraliser le premier garde, de couper la ligne téléphonique, de laisser nos gars poser les charges sur la voie. Après, on disparaît. Étienne a senti le poids de la fronde dans sa sacoche, comme si elle était devenue plus lourde depuis la convocation. « Et si Keller m'attend ?» a-t-il demandé. Renaud a répondu simplement « Alors tu seras la proie, et nous, on sera le couteau. » Madeleine n'était pas censée être là. Et pourtant, elle était dans l'ombre, près d'un bloc de pierre, silencieuse. Elle a beau parler, une seule phrase, qui a tout changé. « Jeanne est toujours vivante, » a-t-elle dit. On l'a vue à l'hôpital de Dijon, transférée 2 jours. Il la garde pour remonter le réseau. Si ces dossiers arrivent, ils n'auront même plus besoin d'elle. Étienne a compris le vrai enjeu. Ce n'était pas seulement des papiers. C'était une façon de gagner sans tirer. Une victoire administrative. La pire. La nuit suivante, le passage à niveau était un petit monde de bois et de fer. Une maisonnette de garde, une barrière blanche, une lanterne qui balançait au vent. La route était vide, bordée de vignes noires. Au loin, on entendait parfois un chien, parfois rien. Étienne était couché dans un fossé, comme la première fois, mais cette fois, il n'avait plus l'illusion d'être invisible. Il savait qu'on pouvait le deviner, le sentir, l'attendre. Il a observé, toujours, les gestes, les habitudes. Un garde qui fume, qui écrase sa cigarette toujours au même endroit. Un autre qui fait les 100 pas, qui s'arrête pour écouter la voix. Et puis, un détail qui a glacé Étienne. 2 hommes de plus, cachés derrière la maisonnette. Pas des silhouettes qui s'ennuient, des silhouettes qui attendent. Keller avait doublé la garde. Étienne a senti sa respiration se bloquer. Il a eu envie de reculer, de faire signe au maquis de renoncer. Mais il a pensé au dossier, au nom, à Jeanne, à toutes ses vies, qui pouvaient donc être rayées d'un trait d'encre.
Il a sorti la fronde, lentement. Pas d'héroïsme, juste une mécanique. Le premier garde s'est approché du fossé, attiré par un bruit volontaire. Un petit caillou lancé plus loin, comme un animal dans les vignes. Le garde a levé sa lampe, a avancé. Étienne a tendu l'élastique. Et au moment où il allait tirer, une voix a parlé derrière lui, tout près, en français. « Tu vois, je t'avais dit que tu mens mal. » Le sang d'Étienne s'est figé. Marcel. Il était là, accroupi dans l'ombre, le visage déformé par une excitation malade. Pas un soldat, pas un résistant, un homme qui voulait assister à la fin de l'histoire pour être sûr d'avoir choisi le bon camp. « Tu es fou !» a soufflé Étienne sans bouger. Marcel a chuchoté, comme un enfant qui raconte un secret. « Je t'ai suivi, je voulais juste savoir, et puis j'ai vu les autres, là-bas, dans les vignes, tes amis. Alors je me suis dit, si je parle maintenant, je suis quelqu'un, je ne suis plus un rat. » Étienne a compris, en une seconde, que le danger n'était plus Keller. C'était ce souffle humain, trop proche, qui pouvait faire bouger une brindille, craquer une branche, déclencher une lampe. Le garde, devant, s'est arrêté. Il a tourné la tête, comme s'il avait entendu quelque chose. Étienne n'avait plus le choix entre réussir et échouer. Il avait le choix entre le silence et le massacre. Il a fait un geste qu'il n'avait jamais fait. Il a lâché la fronde sans tirer, et il a attrapé Marcel par le col, doucement mais fermement, en le plaquant contre la terre. Marcel a voulu protester, mais Étienne a serré, juste assez pour couper le son. Le garde a avancé encore d'un pas. La lampe a balayé le fossé. La lumière a frôlé la joue d'Étienne, a accroché un éclat de sueur. 1 seconde, 2 secondes, puis la lampe a glissé ailleurs. Le garde a marmonné quelque chose en allemand, a reculé, a rejoint la barrière. Étienne a relâché Marcel, mais Marcel tremblait, les yeux pleins de larmes et de rage. « Tu vas me tuer », a soufflé Marcel. « Ils vont me tuer. »« Non », a murmuré Étienne, « c'est toi qui vas nous tuer tous. » Et là, Étienne a compris la dernière chose que Keller avait construite. Pas seulement une double garde, un piège social, un village affamé, un homme faible, une rumeur transformée en appât. Au loin, un sifflement bref a traversé la nuit. Le signal du maquis. On y va. Étienne a levé la fronde. Cette fois, il n'a pas visé la tête. Il a visé la lanterne. Le projectile a frappé le verre. Un petit bruit sec, presque ridicule. La flamme a vacillé, s'est éteinte, et d'un coup, le passage à niveau a été avalé par l'obscurité. Les gardes ont juré, ont bougé, ont levé leurs lampes de poche. Des faisceaux ont dansé, désordonnés. Pas d'alarme immédiate, pas de tir. Juste cette confusion humaine, ce moment où même une machine de guerre tâtonne. Dans ce noir, les hommes de Renault ont surgi comme des ombres. Pas de cris, des mains sur des bouches, un corps tiré derrière la maisonnette, une pince sur un fil téléphonique, un cliquetis étouffé. Étienne, lui, a senti une présence se déplacer avec une précision différente. Quelqu'un qui ne paniquait pas, quelqu'un qui comprenait. Keller, il était là, quelque part, dans le noir, et il ne cherchait pas la lumière. Il cherchait le rythme, le cœur de l'action. Étienne a reculé, entraînant Marcel avec lui, parce que Marcel était devenu un fardeau vivant. Marcel a résisté, a voulu se dégager, et c'est là que tout a failli basculer. Un coup de feu a claqué, pas du maquis, pas d'Étienne, un tir sec, allemand, qui a déchiré la nuit comme une déchirure de tissu. Marcel a poussé un cri, enfin. Un cri de bête, il s'est effondré, touché à l'épaule, et ce cri a été comme une cloche. Il a réveillé tout le poste. Des voix ont hurlé, des bottes ont frappé le sol, une lampe a jailli puis une autre. La barrière a tremblé. Et Étienne a vu, à travers les faisceaux, Keller qui avançait, pistolet bas, regard fixe. Le maquis, derrière, avait déjà posé les charges.
Étienne a entendu Renaud siffler, plus fort, plus urgent. Repli, repli. Mais Étienne a vu aussi autre chose. Sur la route, à 200 mètres, une charrette arrêtée. Un paysan figé, son cheval nerveux. Un enfant sur le banc, bouche ouverte. Des civils, des témoins. Des vides qui allaient anti-payer si ça tournait à la fusillade. Alors Étienne a fait le choix le plus stupide et le plus humain de sa vie. Il a tiré Marcel par le bras, l'a traîné derrière un talus, l'a poussé vers un chemin creux. « Va !» a-t-il soufflé. « Va te cacher. Et si tu survis, tais-toi. » Marcel a pleuré, a hoché la tête, a disparu en rampant, laissant une trace sombre sur la terre. Étienne, lui, n'a pas suivi le maquis tout de suite. Il a fait l'inverse. Il s'est montré. Pas en courant comme un héros. En marchant vite, de profil, juste assez pour attirer un faisceau. Juste assez pour devenir une silhouette claire dans la nuit. Keller l'a vu. Étienne a senti le regard comme une main sur sa nuque. Il a couru alors, mais pas vers les vignes, où le maquis se repliait. Vers la route, vers le petit pont, vers les champs ouverts. Il a entendu des tirs derrière lui, des ordres, des chiens qu'on lâche. Et puis, derrière, un grondement sourd, les charges. La voix a tremblé. Un bruit lourd, pas une explosion de cinéma, plutôt un craquement du monde. Le métal qui se tord, les traverses qui sautent, la ligne qui se brise. Le train, demain, ne passerait pas. Les dossiers n'iraient nulle part. Pas cette nuit-là. Étienne a continué à courir jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Il a plongé dans un fossé, a rampé sous une haie, s'est retrouvé dans un champ où la terre collait aux genoux. Les chiens aboyaient de plus loin, les lampes fouillaient, mais la nuit de Bourgogne est pleine de replis, de chemins creux, de murs de pierres sèches qui avalent les hommes. À l'aube, il était dans une grange à moitié effondrée, loin des routes. Il tremblait, pas de froid, de retard. Le corps qui comprend après coup. Il a attendu. Plus tard, bien plus tard, Madeleine l'a trouvé. Comment? On ne sait jamais vraiment comment les gens se trouvent dans ces années liarques-là. Peut-être un enfant qui a vu, peut-être un vieux qui a compris, peut-être juste la chance. Elle est entrée sans bruit, a refermé derrière elle, et pendant une seconde, ils se sont regardés comme deux étrangers qui se reconnaissent quand même. « Ils ont fouillé ton atelier », a-t-elle dit. « Ils ont tout retourné. Quelle heure était là ?» Étienne a fermé les yeux. « Et rien », a répondu Madeleine. « Ils n'ont rien trouvé. Renaud avait fait vider ce qu'il fallait. Et toi, tu n'es pas rentré. Alors quelle heure n'a pas eu sa fin ?» Étienne a eu un rire sans joie. Il aura autre chose. Madeleine a sorti de sa poche un petit paquet. Du pain dur, un morceau de fromage. Et une feuille pliée. « Renaud dit que tu dois disparaître, pas te cacher. Disparaître, changer de nom. Partir vers le Morvan. Ils ont besoin de toi vivant, mais pas ici. Pas avec Keller qui connaît ton visage. » Étienne a pris la feuille. Un faux papier, un nouveau nom, une nouvelle date de naissance, une nouvelle vie en papier. « Et Jeanne » a-t-il demandé, la voix cassée. Madeleine a hésité, puis elle a dit « Le train n'est pas parti. Les dossiers ont brûlé avec la voie, ou ils sont restés bloqués. Et à Dijon, il y a eu du désordre. On dit qu'une femme a été transférée ailleurs, dans la confusion. On ne sait pas où. Mais on sait une chose, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, cette nuit. » Étienne a respiré, lentement. Pas un soulagement, plutôt une fatigue qui tombe. « Marcel » a-t-il demandé. Madeleine a baissé les yeux. Il est petit vivant, blessé. Il dit qu'il ne sait rien. Et pour une fois, c'est peut-être vrai. Parce que ce qu'il a vu, il ne peut pas le raconter sans se condamner lui-même. Étienne a regardé ses mains. Des mains de réparateur, des mains qui avaient mocassé une voie, ferrée sans toucher un rail. « Et quelle heure » a-t-il murmuré. Madeleine a relevé la tête. Keller a perdu des hommes, il a perdu des papiers,
il a perdu du contrôle, mais il n'a pas perdu son idée. Il sait qu'il y a quelqu'un qui ne tire pas comme les autres, quelqu'un qui préfère l'ombre. Elle s'est approchée, enfin, et elle a posé sa main sur l'avant-bras d'Étienne. Un contact bref, brûlant, interdit. « Tu pars ce soir », a-t-elle dit, avant que la ville se réveille. Étienne a hoché la tête. Il a pris le pain, les papiers. Il a glissé la fronde au fond de sa sacoche, comme on range un outil qu'on ne veut plus regarder. Dehors, le jour montait sur les vignes. Un coq chantait quelque part, insolent. La France continuait, même occupée, même blessée. Étienne a fait quelques pas vers la sortie de la grange, puis il s'est arrêté. « Madeleine, si je survis, est-ce que quelqu'un saura ?» Elle a besoin d'œil d'un sourire triste. « On ne saura jamais comme on sait dans les livres, » a-t-elle dit. « On saura comme on sait, ici, par des silences, par des regards, par des histoires qui changent selon celui qui les raconte. » Il a voulu répondre, mais aucun mot n'était assez petit pour tenir dans cette époque. Alors il est parti. Et le plus étrange, c'est que, des années d'hommes plus tard, dans ce village de Bourgogne, certains juraient encore avoir vu l'arme. Mais personne ne la décrivait de la même façon. Une fronde, un outil, un simple caillou, ou juste la patience d'un homme qui a compris que, parfois, le seul moyen de gagner, c'est de ne laisser derrière soi aucune preuve, pas même un bruit.